Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis Nina Dos Santos. Je suis une présentatrice et correspondante chez CNN à Londres, où je joue aussi le rôle de Europe Editor. Donc, ça veut dire que je parle de matières économiques et financières et aussi, malheureusement, pour nous en Angleterre, le Brexit. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'autre chose. Par contre, je suis ravie d'avoir l'honneur de modérer, de animer ce débat intitulé « Le dialogue social à la preuve de la montée des individualismes ». Sur notre panel, comme vous pouvez voir, nous avons des noms prestigieux et aussi des experts sur ce terme, c'est clair. Mais nous avons aussi un membre du gouvernement français, Muriel Pénicaud, le ministre du Travail. Nous sommes ravis que vous puissiez intervenir sur ce débat et cette session aujourd'hui, Madame la Ministre. Sur ma droite, nous avons aussi Sharon Burrow, le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Auprès d'elle, Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Sur votre droite, au fond, Jean Bonnardo, le PDG de HSBC France, qui va nous parler du secteur privé dans ce contexte, et Stefan Kutz, qui est le professeur de l'économie au Kiel Institute of Economics en Allemagne. Deux parmi nos intervenants vont parler en anglais. Avant de leur donner la parole, par contre, j'aimerais bien vous présenter Alexandra Roulet, professeure d'économie à INSEAD Business School à Fontainebleau, diplômée à Normale Supérieure et ayant son doctorat à Harvard aux États-Unis. Elle a écrit 2 livres sur le monde du travail en France et évidemment le rôle de l'État à cet égard. Donc, Alexandra, à vous. 2-3 minutes pour contextualiser le thème en question aujourd'hui. Merci. Merci Nina. Donc, à première vue, quand on réfléchit au thème de notre session, il semble que les institutions qui structurent le dialogue social sont plutôt mises à mal par la montée de l'individualisme. C'est le thème des rencontres. La confiance dans les instances représentatives traditionnelles semble s'éroder dans la plupart des pays développés. Et du coup, il s'agirait de nous demander comment moderniser, comment relégitimer, comment vivifier les organes du dialogue social avec différents angles. Par exemple, on aura peut-être l'occasion d'aborder la question de savoir s'il faut mieux négocier au niveau de l'entreprise ou au niveau des branches. Mais j'aimerais ouvrir également un petit peu la discussion et nous demander si l'enjeu est simplement de réformer et d'adapter le dialogue social tel qu'on l'entend habituellement. Donc d'abord une petite remarque en passant qui est finalement, est-ce qu'on a vraiment connu un âge d'or du dialogue social qu'il s'agirait de ressusciter? Est-ce que hier était mieux qu'aujourd'hui? On pourra en discuter, on aura l'occasion de revenir un peu sur l'histoire du dialogue social. Mais plus fondamentalement, je me demande s'il faut se contenter de réfléchir au dialogue social sous sa forme traditionnelle par rapport aux événements qu'on a connus en France cette année. Donc je voudrais revenir brièvement sur le mouvement des Gilets jaunes et sur le grand débat national que le gouvernement a instauré. Et je me demande si on peut y lire une sorte de besoin, voire une nécessité, de trouver des formes totalement nouvelles de mobilisation et de dialogue. Je suis bien consciente que certains diront que ces événements relèvent plus de la confrontation, de bras de fer répétés, etc., que du dialogue. Il est vrai que les Gilets jaunes ont refusé régulièrement d'envoyer des représentants dialoguer précisément avec le gouvernement. Mais il me semble que le gouvernement, en réponse à ce mouvement, a instauré un grand débat et que la population française a répondu présente à ce débat. Et c'est en ce sens qu'on a eu un exemple de dialogue un peu différent du dialogue social, mais tout de même une nouvelle forme de dialogue cette année en France, et vraiment du dialogue à l'heure de l'individualisme, au sens où ce sont vraiment énormément de citoyens qui ont pris la parole en tant qu'individus, et on a essayé de voir se dessiner des grandes tendances à partir de toutes ces contributions individuelles. Et donc ça me semble être un dispositif utile et nouveau. Alors je suis bien consciente qu'on est très loin du dialogue social au sens habituel, c'est-à-dire où représentants des travailleurs et du patronat négocient autour d'une table sur des sujets qui ont trait au marché du travail, au monde de l'entreprise. Mais compte tenu des mutations sur le marché du travail, du fait que les individus vont être confrontés à des employeurs très très nombreux, à des carrières beaucoup plus éclatées, à des jobs d'appoint multiples, je me demande si le dialogue social ne doit pas s'inscrire dans un dialogue citoyen plus large et si on ne doit pas réfléchir au lien entre les deux. D'ailleurs, parallèlement au grand débat, en février, on a eu
une sorte d'échec des négociations sociales au sens traditionnel au sujet de la réforme de l'assurance chômage, où les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc le gouvernement est intervenu pour réaliser les arbitrages lui-même d'une réforme annoncée fin juin. On peut d'ailleurs se demander si cette intervention de l'État était la conséquence de l'échec des partenaires sociaux ou s'il y a également contribué en imposant une lettre de cadrage très stricte. Mais en tout état de cause, la question qui se pose, il me semble, c'est de savoir s'il faut surtout travailler à rendre si le principal enjeu, c'est de travailler à rendre les partenaires sociaux plus à même de dialoguer, ce qui veut probablement dire leur donner plus de marge de manœuvre, les rendre plus représentatifs, ou s'il faut aussi s'ouvrir à des formes entièrement nouvelles de dialogue social. Et j'espère bien sûr que la discussion ne se limitera pas au cas français, parce qu'il me semble que c'est chaque pays qui doit réfléchir à la meilleure façon d'intégrer dans le dialogue social tous ceux qui sont exclus du marché du travail, ceux qui sont exclus de l'emploi stable, par exemple les travailleurs pour les plateformes numériques, les travailleurs pour les agences d'intérim. Par ailleurs, c'est également, parmi les formes nouvelles de dialogue social, la question du numérique. Comment exploiter le potentiel du numérique pour fluidifier et potentiellement démocratiser le dialogue social sans tomber dans les excès et notamment la radicalisation que le numérique peut parfois entraîner. Donc voilà un aperçu des questions que nous allons traiter dans ce panel. Merci beaucoup, Alexandra. Ma première question sera pour Madame la Ministre, Muriel Pénicaud. Président Macron a évoqué l'importance du dialogue social récemment pour faire face au dérèglement du système capitalisme. Il a promis évidemment plus d'humanité, plus de proximité. Mais comment créer les conditions pour atteindre ce but ? D'abord, je crois qu'il faut clairement se dire qu'on a besoin de dialogue social dans une démocratie avancée. Pour moi, la démocratie, c'était une de vos questions. C'est d'abord la démocratie représentative, élective, donc le président de la République, les parlementaires, les élus locaux, qui sont élus au suffrage universel. C'est ce qui caractérise, c'est le socle, c'est la colonne vertébrale de la démocratie. Mais je crois qu'elle ne suffit pas. Cette colonne vertébrale, elle doit être nourrie par deux choses. La démocratie sociale, c'est-à-dire le dialogue social, y compris la capacité de négociation collective, et la démocratie participative, citoyenne, de terrain, dont on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une revendication forte, une tendance, pas simplement en France, partout, et sur lequel on est en train, avec la Convention citoyenne et d'autres choses, d'inventer, et on a nécessité à inventer des nouvelles formes. Mais la question que vous posez, parce que les deux questions se croisent, c'est comment, aujourd'hui, ce dialogue social, cette négociation collective peut vivre. D'abord, je crois qu'il ne peut pas vivre qu'au plan national. Et avec Sharon Barrow et d'autres, du côté syndical et patronal, lors du G7 social, le G7 des ministres du Travail et de l'Emploi, il y a un mois, nous sommes accordés sur une plateforme qui est à la fois les 7 pays et les organisations syndicales et patronales au plan mondial et au niveau de l'OCDE. Et ce matin, le L7 et le B7, le correspondant Business et Labour du G7, ont signé une plateforme tout ça va nourrir le G7 des chefs d'État. Donc je crois qu'il faut aussi se dire qu'il y a des sujets qu'on ne peut traiter qu'en ayant la double aspect national et international. Pourquoi ? Parce que les chaînes de valeur sont mondialisées, parce que aujourd'hui, quand les pays du G7, qui représentent 40% du pays mondial, agissent, ils ont un impact, pas simplement pour leur propre sphère domestique, ils ont un impact sur le monde. Et donc aujourd'hui, par rapport à une forme de capitalisme qui, aujourd'hui, a tendance à ne pas prendre en compte le sujet des inégalités, la justice sociale en compte, nous pensons qu'on va dans le mur s'il n'y a pas plus de justice sociale, pas plus de régulation sociale dans la mondialisation. C'est pour ça que dans cette plateforme, et ça va être porté au G7 des chefs d'État, on est aussi tous engagés sur regarder comment le multilatéralisme doit se développer, c'est-à-dire la prise en compte d'une cohérence entre les normes sociales du travail, les standards sociaux, en tripartite, on négocie à l'Organisation internationale du travail, mais aussi nos pratiques d'État à la Banque mondiale, à l'OMC et au FMI. Donc cette cohérence multilatérale, ça a l'air très loin du sujet, mais en fait c'est complètement lié. On ne peut pas simplement additionner des pays aux autres, il faut cette réflexion. Au plan national, je dirais que un des sujets que vous évoquez, qui est le cœur de la table ronde, c'est quel sens du dialogue social et de la négociation collective dans une société qui s'individualise. Ce phénomène est mondial, il n'est pas spécifique à l'Europe ou au G7. Et c'est vrai
qu'aujourd'hui, l'individualisme de nos sociétés rebat un certain nombre de cartes, mais pas simplement dans le domaine syndical. Et ce n'est pas, j'allais dire, le problème des syndicats. C'est une évolution de société qui fait que c'est vrai pour les entreprises qui voient le zapping au recrutement, c'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai pour les organisations syndicales, c'est vrai pour les communautés éphémères des réseaux sociaux. Donc de toute façon, c'est un fait. On ne peut pas discuter. Enfin, c'est un fait qu'il y a plus d'individualisme. Et la question, c'est que ça re-challenge, ça re-questionne le dialogue social. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la question des 30 Glorieuses, qui était quel est l'idéal que défend tel syndicat, tel parti politique, souvent, c'est substitué à une autre question, c'est substitué, qui est si j'appartiens à telle organisation, en quoi ça m'aide dans mon parcours, dans mon devenir, qu'est-ce que ça m'apporte ? Et ça, c'est un changement fort qui peut amener, si on est négatif, c'est pessimiste, et c'est une des possibilités, à ce que l'individualisme, petit à petit, dissolve le dialogue social d'une certaine façon, ou alors, il amène à le réinventer. Et je pense que ça n'est pas écrit d'avance. Réinventer, ça veut dire quoi ? C'est que cette individualisation amène aussi des exigences nouvelles pour le dialogue social, pour le refonder. Je vais prendre plusieurs exemples. Clairement, la quête de sens est très très forte chez les jeunes. On le voit sur le climat, on le voit à l'embauche. L'économie sociale et solidaire fait un tabac. Les jeunes diplômés préfèrent être entrepreneurs ou dans l'économie sociale et solidaire que d'aller dans un certain nombre de grands groupes qui les attiraient avant. Et donc, c'est pour ça qu'avec Bruno Le Maire, nous avons lancé cette mission confiée à Nicole Notat et à Jean-Dominique Sénard, qui a abouti dans la loi Pacte à la question de la raison d'être. Et moi, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce sujet social et écologique sans parler du sens. Parce que là, il y a des capacités d'attraction, de retrouver des nouvelles formes d'engagement et probablement de refonder un dialogue social qui, lui, sera porteur aussi d'enjeux de société et pas simplement des intérêts d'un groupe de salariés, des enjeux de société. Je pense qu'il y a une grande partie du syndicalisme qui est prêt et je pense qu'on n'évitera pas cette question du sens, mais ça peut être une chance. C'est la même question pour les partis politiques, mais ça peut être une chance pour le dialogue social. Madame la ministre, merci beaucoup. Ça me paraît logique de poser la prochaine question à Sharon Burrows. Donc, quel est le rôle du syndicat aujourd'hui quand ça fait face à la montée de ces individualismes ? Le concept du collective bargaining, est-ce que c'est quelque chose qui va se reformer d'ici, dans les prochaines années, et comment voyez-vous les choses ? Thank you, and I apologise. My French is not up to answering you in your beautiful language. So, look, I'm intrigued by these questions because social dialogue can be very informal. It can be actually, an employer calling you up. They do often when dialogue breaks down. They call me and say, "Can you help?" And of course, we try to bring the parties back together. It can be the kind of new institutional dialogue that we exhibited today, where even though we initiated this actually with the French employers during the G20 discussions here in France, led by France in Cannes, today we did it with the G7, and with the support of Minister Pénicaud, we have a historic instrument through social dialogue out of the labour social. And of course, she called this Improving Social Justice for the World. And we have a tripartite declaration. That's historic in the G7 context. And if you think these are the biggest economies in the world, they have a responsibility to lead, but so too to business and labour. And today we said to the G7 country leaders, presidents and prime ministers, that when you meet in Biarritz, we want you to think about these things. And we already have a tripartite social declaration to build on. But there are many ways. For us, traditionally, of course, social dialogue is part of freedom of association and collective bargaining, the right to organise, the right to bargain collectively. But that's only one aspect of it. You can also now see where we are negotiating global framework agreements, because Minister Pénicaud's right. In the supply chain context, many companies are good citizens in France or the Netherlands or Germany or pick a European country. Not always, but many are. And they have established routines around social dialogue and bargaining. But in the supply chains, I walk them, and many are dehumanising examples of exploitation.
And so we are now building global framework agreements with industrial structures that do two things. They support that local social dialogue, but within a global frame, because companies have committed to a range of things, including, again, France is a leader here, due diligence. And the vigilance law is a leader. We want due diligence mandated everywhere. It's not about sanctions, it's about doing the analysis of risk, and then we can actually move in to help through grievance procedures resolve these issues through dialogue. But then there are some other areas. In our own global institution, the ITUC, we've put peace and democracy back on the agenda. We never thought we'd have to do this, or at least I didn't think I'd have to do this. And yet we are now so worried about increasing conflict that we're building other sorts of dialogues. And so we realise that for young people and for older trade union leaders, the world's not always the same. So we have this series of intergenerational conversations, social dialogue, about key questions that sit at the heart of social peace. And yesterday in our peace conference in Ethiopia, where we finally brought together the Eritreans and the Ethiopians. For those who follow African conflicts, for us this is a magical period. And one woman said quite clearly, she said, well, if we don't have peace in the workplace, if we don't have social dialogue, if you can't bargain for a fair share and decent working conditions, then you can't have national peace. Now we forget, and Minister Pennico's right, that representative dialogue does sit at the heart of social cohesion. On the questions of the broader issues, let me say this. If you go back 100 years ago, we didn't have such things, really. There may have been some fledgling discussion between German trade unions and employers and a few other countries, but World War II was devastating. World War I was devastating, I should say. And so the Treaty of Versailles gave birth, because of the decisions of employers, workers and unions and governments, to the ILO, which has set the global norms for 100 years. Are these under attack in some areas? Yes, because the global model of trade is broken and we have to refigure it. And I'll finish on this. The other big thing for us is not to be frightened of citizens' dialogues. They're social dialogues. Now, unions will play a part, but so will other organisations. We have many alliances around issues, particularly increasingly environmental issues, where we use dialogue for just transition measures. How do you get decisions taken with government or with employers to make sure no worker is left behind with the shift to climate and increasingly technology? But in fact, if you look at our democracy project, it is rebuilding trust in democracy. And one of the boxes, it's about GDP and what's the virtuous circle of distribution and growth and so on, but it's also about environmental and human rights standards, and it's about engagement of people, which has to go way beyond the ballot box. So we need to think much more carefully about what do we think about citizens' juries, for example, on tough issues. How do we get representative voices? That yes, Labor will be there, but are there other representative voices? And my final point is, we're not frightened of we are absolutely angry about the breakdown in formal work. Now, up to 60% of workers are in the informal economy, including in all your countries, not just in the developing world. And platform businesses are mostly informal businesses. But are we frightened about bargaining with them? No. Our biggest problem is that competition law is not operating at either level. It's not breaking up global monopolies and allowing us to talk about structures, and it's not actually allowing us to bargain as we know we can, a la the entertainment industry, with multiple employers for a fair contract price at the floor, because that's seen as collusion. So we need to fix these things, and you can only do that through progressive legislative change, which means dialogue. Sharon Burrow, merci beaucoup. Vous avez bien évoqué les challenges et les opportunités de la relation entre les syndicats et évidemment le système législatif partout dans le monde. Gilles Finkelstein, ces individualismes ou l'individualisme, point final, pardon, permettez quelques anglicismes, le français n'est pas ma langue maternelle. Est-ce que c'est l'individualisme qui est le problème ou le symptôme? Est-ce que c'est la cause? Et est-ce que c'est le seul problème?
Donc en 6 minutes, donc de manière un peu trop lapidaire. En commençant peut-être pour éclairer mon propos par dire d'où je parle. Je suis un social-démocrate, ce qui est une espèce rare en France. Je ne dis que ce n'est pas une espèce protégée, mais c'est une espèce rare. Et donc je crois au dialogue social et au compromis. Et je suis un libéral du point de vue politique. Inquiet donc de cet état de la démocratie que j'ai proposé d'appeler la démocratie à l'état gazeux, qui se caractérise par son instabilité et par son explosivité, avec à la fois la montée des populismes et, on l'a vu, le retour de la violence. Je dis ça pour éclairer ce qui va suivre sur l'analyse que je fais de la crise du dialogue social et du syndicalisme, autour peut-être de 2 propositions. La première proposition, c'est que l'individualisme est responsable, pour beaucoup, de cette crise, à condition de s'entendre sur ce que l'on entend par individualisme. Je ne crois pas que nous vivions dans une société individualiste, de repli sur soi, où les gens ne s'intéressent qu'à eux. En revanche, nous vivons dans une société des individus, qui sont plus éduqués, qui sont plus connectés, qui sont plus sceptiques, et ça a des incidences majeures sur la démocratie et sur la démocratie sociale. Le premier changement, c'est un nouveau mode, je le dis de manière très cursive, un nouveau mode de politisation au sens général du terme. On avait une politisation par l'idéologie, on a de plus en plus une politisation par la biographie. Chacun définit ses positions par rapport à ce qu'il vit et par rapport à ce qu'il voit. Les plus âgés à la télévision, les plus jeunes sur les réseaux sociaux, avec des risques de bulles informationnelles des uns et des autres. Ce faisant, deuxième changement, un nouveau mode d'engagement. L'engagement n'a pas disparu, mais il est plus circonscrit dans le temps, il est plus éphémère et plus circonscrit dans son objet. On s'engage pour une cause davantage qu'on s'engage pour quelque chose de plus général. Enfin, et je vais continuer à aller très vite, un nouveau rapport à la représentation. Défiance vis-à-vis des représentants, mais défiance aussi, et c'est sans doute le plus difficile et le plus inquiétant, par rapport à l'idée même de la représentation. On l'a vu, ça a été évoqué tout à l'heure, dans le mouvement des Gilets jaunes, dans lequel l'idée même d'avoir des représentants était considérée par nature comme une trahison. Ces 3 changements-là provoquent des difficultés pour l'ensemble des corps intermédiaires et sont un défi, évidemment, pour les syndicats. Mais, deuxième proposition, et là aussi je vais vite, s'il y a une responsabilité de cette montée de l'individualisme, ce qui est une dimension, disons, structurelle à cette difficulté, la question c'est, l'autre question, est-ce que le gouvernement n'a pas aussi sa part de responsabilité? Et je crois qu'il faut qu'on essaie de se poser collectivement cette question. Parce que la société des individus est un phénomène occidental. Or, l'intensité de la difficulté du dialogue social, elle varie selon les pays et elle varie selon les moments. Ça fait maintenant, malheureusement, 30 ans que je suis dans le débat public et je n'ai pas le souvenir d'une période dans laquelle, de manière à la fois aussi durable et aussi large, il y ait un tel mécontentement des partenaires sociaux. Je pense qu'on doit s'interroger, non pas pour refaire la chronique des 24 mois ou un peu plus du gouvernement, mais pour essayer de remonter à ce qui est, je crois, en tout cas pour moi, l'origine de ce malentendu ou de ce différend que je définirais de la manière suivante. La question, c'est qui a la capacité de défendre l'intérêt général, de défendre le bien commun. L'impression extérieure que j'ai, c'est que le président, le gouvernement reste beaucoup sur une idée très ancrée dans notre tradition, qui est que l'État est l'unique, le principal défenseur de l'intérêt général. C'est une position qui peut être confortée par l'expérience de ces dernières années, quand on voit l'évolution d'autres acteurs, les dérives parfois des collectivités locales, l'irresponsabilité parfois de certains syndicats. Et ça repose donc sur
la défense de l'intérêt général sur l'alliance du pouvoir exécutif et du pouvoir de l'administration. Et de ce fait, la pratique sociale est assez en cohérence avec cette vision-là, c'est-à-dire qu'on essaie de décentraliser la négociation dans les entreprises et dans les branches, et qu'au niveau national, au niveau interprofessionnel, il y a au mieux de la concertation et parfois une volonté d'étatisation. Ma conviction est que c'est une idée qui est une idée datée, qu'elle repose sur une vision qui est trop rose de l'État, qui lui-même, dans sa défense de l'intérêt général, voit l'administration défendre parfois ses propres intérêts ou les politiques défendre d'abord leurs propres électeurs, et sur une vision trop noire des autres acteurs de la société civile, qui ont la capacité, et qui l'ont montré, de se hisser au niveau de l'intérêt général. Je vois que mon temps coule, donc je ne développe pas plus. Donc, il y a cette, disons, cette divergence, et j'en termine par là, qui débouche, et c'est pour ça que je commençais par la démocratie à l'état gazeux, sur une inquiétude politique, c'est de voir, au bout du bout, l'État se retrouver seul face à la société et face aux individus, faute de corps intermédiaires. On en a vu les prémices dans le mouvement des Gilets jaunes. On peut en avoir le prolongement dans peu de temps dans la réforme des retraites, avec le risque que la confiance qui a été bâtie et qui a été bien bâtie par le gouvernement dans le dialogue avec les partenaires sociaux soit brisée par les annonces qui risquent d'être faites. Derrière la démocratie à l'état gazeux, il y a parfois ce qu'on appelle un quatrième état de la matière, qui est l'état plasma. C'est quand l'énergie est telle que les électrons sont arrachés aux atomes. C'est la foudre, c'est les aurores boréales. Je pense qu'il est de notre responsabilité collective de ne pas en arriver là. Merci. Merci beaucoup, Gilles Finkelstein. Jean Bonnardaud, j'aimerais bien venir à vous. Quel est le rôle du secteur privé face à tous ces changements dans le monde du travail et du dialogue social? Merci beaucoup. D'abord, une première remarque. Normalement, quand les taux d'intérêt sont à zéro, le temps n'a plus de valeur, et donc on devrait avoir le droit de parler aussi longtemps qu'on veut. On constate tous que le dialogue social ne fonctionne pas comme avant, et comme l'a dit le professeur Finkelstein, depuis 30 ans, on n'a jamais constaté autre chose, en fait. Je vais donc essayer de remonter plus loin dans le temps pour voir comment c'est arrivé, et de montrer que le lien de cause à effet avec la montée des individualismes est en fait très indirect, voire inverse. Depuis 1945, le principal objet du dialogue social en France et dans la plupart des pays d'Europe continentale a été de négocier le partage des fruits d'une croissance économique qui était somme toute assez dynamique jusqu'au premier choc pétrolier. Malgré quelques épreuves de force, un consensus entre gouvernement, employeurs, salariés s'est progressivement bâti sur la construction d'une société plus prospère, plus redistributive, avec des classes moyennes moins différenciées, un capitalisme tempéré et des libertés individuelles, politiques et économiques réelles. Le partage de la richesse en faveur du travail n'a pas d'ailleurs dépendu que du dialogue social. Il a été puissamment aidé entre 1945 et 1986 par une inflation qui n'a cessé de ronger les capitaux qui n'étaient pas investis dans les actions ou dans l'immobilier, ainsi que par le plein emploi des 30 années après la Deuxième Guerre mondiale. Au fond, un assez bel équilibre entre des intérêts individuels forts, même si exercés dans un cadre collectif par les partenaires sociaux, et un sentiment général que l'intérêt général y trouvait son compte, en particulier parce que la croissance était forte, partagée, et les équilibres macroéconomiques maîtrisés. Je pense donc que ce n'est pas la montée des individualismes qui a déréglé ce consensus, c'est la croissance qui a changé de rythme et de contenu. La croissance a ralenti en Europe à cause du premier choc pétrolier et avec l'accélération du développement des pays émergents. Le grain à moudre a changé de camp et le moulin du dialogue social s'est enrayé. Le ralentissement de la croissance a été encore plus marqué en France, avec un traitement de la perte objective de pouvoir d'achat du pays qui découlait de la hausse du prix du pétrole par plus de déficit et plus de dette publique que la plupart des autres pays d'Europe continentale, dont on n'est d'ailleurs jamais vraiment sorti depuis, et qui a généré un enchaînement, perte de compétitivité, chômage, déficit budgétaire extérieur, augmentation de la dette. Le dialogue social s'est d'ailleurs quand même poursuivi pendant près de 30 années, presque comme si de rien n'était,
en distribuant du pouvoir d'achat à crédit avant de s'enrayer vraiment comme on le constate aujourd'hui. Mais le contenu de la croissance a aussi changé. Le progrès repose moins sur du revenu monétaire disponible et davantage sur des améliorations de qualité de la vie plus diffuses, plus collectives, santé, sécurité, avec un monde moins accidentogène grâce aux normes qu'on critique souvent, éducation, plus récemment, préoccupations environnementales, qualité de l'air en ville, lutte contre le changement climatique. Ce sont des indicateurs de prospérité et de bien-être qui ne dépendent pas beaucoup du dialogue social, qui dépendent davantage de l'action politique et qui ne sont souvent pas perçus à leur juste valeur, en tout cas par tous. Moins de croissance, une composante non monétaire de plus en plus importante de cette croissance, ont créé un sentiment fort d'insatisfaction sur le pouvoir d'achat et donc sur le dialogue social, historiquement très associé. Le dialogue social a reculé non pas parce que les gens sont plus individualistes, mais parce qu'ils ne sont pas satisfaits des résultats du dialogue social, ni sur leur situation personnelle, ni sur celle du pays, dont ils voient bien que, jusqu'à récemment, elle ne s'améliorait guère. Je pense en effet qu'il ne faut pas surévaluer l'individualisme des citoyens. Beaucoup sont moins sensibles qu'on ne pourrait le croire à leur sort de court terme s'ils ont le sentiment que le pays va dans la bonne direction, que l'intérêt général progresse, que les espoirs de vie meilleurs pour eux et leurs enfants sont réels. Or, ce n'est pas le cas. C'est l'échec politique à sortir le pays de sa situation de chômage et d'endettement depuis 40 ans qui décrédibilise le dialogue social et incite au repli sur soi et à la montée des individualismes, et non l'inverse. C'est réversible. Une politique économique réussie et une meilleure valorisation par chacun de la qualité au lieu de la quantité dans le niveau de vie peut relancer le souci de l'intérêt général et la confiance dans les corps intermédiaires qui retrouveront de ce fait toute leur légitimité dans un dialogue certes social, mais aussi de plus en plus politique et citoyen, pour reprendre le point d'introduction d'Alexandra Roulet. Merci beaucoup. Jean-Bernard, PDG de HSBC, merci. Et finalement, venons à vous, Stephen Coates. Donc, vous avez écrit que le concept du dialogue social est une légende collectiviste. Pourquoi ? Oui, tout d'abord, je m'excuse de parler en anglais pour une très simple raison. J'adore la langue française et je voudrais bien vous épargner mes fautes linguistiques. Having said this, let me try to broaden the perspective somehow. This conference is about the loss of confidence, and it's basically a loss of confidence in collectivist solutions. And maybe we are asking too much from collectivist solutions, and therefore there's a good reason why this trust in collectivism is currently so vividly under debate. What is the problem? Well, we are living in very complex, anonymous, large societies. And of course, we need a social communication and coordination mechanism to make these complex societies work. Collectivism means that we are drastically reducing this complexity by forming large groups, classes, or however you might want to call them. And then the whole scene becomes very, very simple again. And this is always suggesting very simple answers to very complex processes that are going on the ground of our economies. Secondly, we tend to re-establish on the macro level those institutions that work very well in smaller groups, like in families or in tribal societies. It's still working in our clubs and our friendships, etc. But these institutions do not work on an anonymous collectivist level. And these institutions are institutions like solidarity or the social dialogue. It's simply impossible to have a dialogue among millions and millions of people in a way that we have a dialogue face-to-face with each other on our private level. Of course, the market economy has a very, very powerful social coordination and information system, which is our price system, which takes up all locally available knowledge and feeds it into a very efficient and very performant social coordination mechanism. And this is something that we cannot replicate by collectivist bargaining. The problem is that we are
dividing our societies again when we create these large groups. Then there are insiders and outsiders. And what has been debated already, I would say, is alarming by saying that we have to impose our labor market standards on everyone else on this planet that we want to trade with. This is pure protectionism. High wages at full employment do not depend on the power of unions, but they depend on the competition of employers. So to a large extent, what unions have done is they've just replicated what would have came into existence anyway. If there's competition for scarce labor, then wages will increase. What do wage increases depend on? Well, on higher productivity. Where does higher productivity come from? Well, from, in particular, a higher capital intensity. So if other parts of this world, take Bangladesh or other developing countries, have lower levels of wages, this is not due to exploitation or lower social standards or whatever. This is just due to their lower level of development. And if we force them to play according to our rules that we can only afford because we are already developed, then we will switch off these linkages and we make it even harder for them to catch up. And therefore, these collectivist approaches tend to produce losers, the outsiders, those who are not part of this dialogue. And very oftenly, the weakest individuals are the losers who are affected by these collectivist illusions and collectivist approaches. And to believe that these collectivist ways of policy making are a good idea is just ignoring that it comes at high cost. These costs have been kind of compensated for in the past by deficit spending, but this came to kind of a limit now. A lot of governments on this world are very highly indebted. Some of them are even over-indebted. Even in the European context, some of the countries are not crystally clear, fully solid, to put it this way. So the ammunition to compensate the losers out of the government budget is becoming narrower and narrower, and therefore we should rethink whether the ideas of a social dialogue which produces these losers is really a good idea to shape the future. Merci beaucoup, Stéphane Claus. Avant de prendre une question du public, parce qu'on a une question de la part du groupe 18-28, mais je voulais juste donner à Madame la Ministre, Muriel Pénicaud, l'opportunité de répondre à ce que Stéphane Claus a dit. Combien de minutes? Alors, d'abord, quand j'écoute la diversité du panel, là, on ne pourra pas dire qu'il n'était pas divers. Je me dis que moi, qui me définis comme social et libéral, et en même temps économique et social, je sais vraiment pourquoi encore plus quand je vous écoute. Voilà. Je veux dire par là que... bon, Stéphane, vous ne croyez pas finalement à la valeur ajoutée économique et sociale de la négociation collective. Moi, si. Et c'est prouvé dans l'histoire. Et je crois vraiment que si on n'a pas un open and fair trade, et si on n'intègre pas la dimension sociale, la justice sociale plus dans les modèles économiques mondiaux, on va dans le mur. Aller dans le mur, c'est quoi? C'est le rejet des populations parce qu'il y a trop d'inégalités. Ça pousse au protectionnisme, au nationalisme, au conflit, parfois à la guerre. Et avec ça, le business, il est perdant aussi. Donc ça, j'ai une conviction forte, c'est qu'on n'a pas le choix d'un progrès social parce que c'est lié intimement au progrès écologique, au progrès économique. Et d'ailleurs, je pourrais faire le même raisonnement sur le plan écologique. Alors, sur le partage de la valeur, je suis une fan de la partage de la valeur. D'ailleurs, dans la loi Pacte avec Bruno Le Maire, on a élargi le champ pour que ça puisse être aussi possible dans les petites entreprises plus facilement, parce qu'il n'y a que 16% des salariés en France, des petites entreprises qui avaient l'intéressement participation. Il faut savoir que 80% des accords qu'on signe aujourd'hui en France dans les entreprises, c'est du partage de la valeur.
ça n'a pas quand même résolu tous les problèmes d'individualisme. Je pense qu'ils sont un peu plus profonds et un peu plus liés à des aspects sociétaux qui sont mondiaux et générationnels. En ce qui concerne ce que disait Gilles, avec toute l'estime que j'ai pour lui, bon, ok, on a tout faux et on a cassé le dialogue social. Je caricature un peu. Je pense qu'en fait, on est dans des tensions, des contradictions plus compliquées aujourd'hui. Et ça a toujours été le cas à différentes périodes. Dans les périodes de mutation, et c'est la beauté de la démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord. Il y a des moments où les partenaires sociaux sont d'accord entre eux, d'autres pas. Il y a des moments où les gouvernements sont d'accord avec les organisations syndicales ou patronales, ou les deux, ou pas. Et moi, je revendique ça pour les partenaires sociaux comme pour les gouvernements. Il y en a qui sont responsables devant des électeurs, d'autres devant leurs mandants. Et bien sûr qu'il faut chercher toujours la convergence. Mais ça n'est en soi pas grave sur le long terme si de temps en temps on ne converge pas et si régulièrement on converge. Et aujourd'hui, je voudrais dire que, je vais donner 2 exemples, la loi sur l'obligation de résultats entre l'égalité entre les femmes et les hommes, en salaire et en opportunités de carrière. Je dirais qu'il y a la 2e vague après la loi sur la participation des femmes à la gouvernance des entreprises. On l'a réussi. Pourquoi ? On est en train de le réussir parce qu'il y a eu 4 mois de débats patronat et syndicats et qu'on a ensemble construire cette feuille de route qui est maintenant dans la loi Avenir professionnel que j'ai eu l'honneur de porter et qui donne des fruits. Pareil, on l'évoquait avec Sharon Burrow, cet accord, cette déclaration tripartite inédite entre les organisations syndicales et patronales et les gouvernements du G7, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du G7 et des G20. Et donc ça, on est en train de progresser. Donc il peut y avoir des sujets sur lesquels les uns ou les autres, on n'y arrive pas, pour des tas de raisons qu'on peut expliquer, mais ce n'est pas le lieu. D'autres, on y arrive. Mais moi, je suis persuadée que sur le long terme, ça, c'est incontournable. Et en tout cas, moi, je me bats pour ça parce que cette convergence de l'économique et du social, elle est clé. Le social pour le social, ça fait plaisir, mais ça s'appelle la charité, c'est pas forcément durable. L'économique pour l'économique, on a déjà vu, on a payé pour savoir plusieurs fois, ça tourne vite au sol financier. Ça n'est pas durable non plus, parce que ça produit trop d'inégalités. La richesse ne peut pas être juste pour quelques-uns, une tête d'épingle des habitants de cette planète. Par contre, lorsqu'on articule les deux, oui, il y a une voie. Il y a une voie dans les entreprises, c'est pour ça que dans les ordonnances, on a, je dirais, rétabli quelque chose qui n'existait pas assez en France, qui existe dans tous les autres pays où il y a de la flexi-sécurité, de la social-démocratie, c'est-à-dire la capacité à négocier plus au niveau de l'entreprise. Et vendredi dernier, on avait 400 DRH et syndicalistes au ministère qui témoignaient des nouveaux types d'accords innovants qu'ils sont en train de faire. La condition, c'était de le présenter à 2, syndicalistes et entreprises. C'était enthousiasmant. C'est encore un début du changement culturel. Mais ça manquait en France. On avait un système où on décrétait d'un point de vue administratif la réalité sociale. Il faut des grands principes au plan national et dans la loi, mais la négociation dans l'entreprise, dans la branche et en interpro, j'allais dire, il fallait donner plus de dynamique. Et moi, je crois que là-dessus, il y a une voie. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Et il y a un momentum. Je l'évoquais, le monde ne va quand même pas très très bien. Ça n'échappe à personne. Les Gilets jaunes, ça a été la forme en France, puisque les mêmes revendications ont trouvé des débouchés électoraux dans certains pays. Pas en France, parce qu'il y a une majorité pour élire Emmanuel Macron, et je m'en réjouis chaque jour. Mais j'espère quelques-uns dans la salle aussi, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout. Et je pense que ça a pris d'autres formes dans d'autres pays, qu'on voit partout dans le monde. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'est construit en un jour, en 2 jours, en 2 ans. C'est plutôt sur 20, 30 ans. C'est des évolutions de la société. Mais ça nous oblige encore tous plus. Il faut tenir compte des territoires, il faut tenir compte du social, il faut converger avec l'économique et l'écologique. Si on ne fait pas ça, on ira dans le mur avec les jeunes générations et on ira dans le mur sur le plan économique, social et même, je dirais, pour la paix dans le monde. C'est un enjeu qui commence à devenir majeur parce que les inégalités, ça crée un jour ou l'autre des inégalités, l'appel, je dirais, des conflits. Et étant donné, merci Madame la Ministre, étant donné que vous avez parlé... Okay. We're just going to take a quick question from the audience, which will be directed at you, so if that's all right. Étant donné que, Madame la Ministre, Muriel Pénicaud, vous avez parlé des jeunes générations. Comme vous savez, ici, il y a un concours tous les ans donner la parole aux gens qui ont 18 à 28 ans et leur
représentant est ici. Et étant donné qu'un de nos intervenants doit partir d'ici 5 minutes, je vais vous demander de poser votre question directement à Sharon Burrow. Très bien, alors je sais pas si vous m'entendez, oui, ça marche. Donc je vais être direct. Donc on se demandait si en fait, l'érosion de l'emploi standard, avec notamment l'ubérisation, l'intérim, l'auto-entrepreneuriat, est-ce que ça marque la fin d'un syndicalisme de lutte qu'on a pu connaître au 19e et au 20e siècle? Et si c'est le cas, est-ce qu'on ne devrait pas dialoguer directement avec les individus ou les entreprises plutôt que de passer par les syndicats? Donc c'est une question pour vous. Well, good luck. You know, I've seen a lot of people attracted actually to individual negotiation. By the way, there's nothing wrong with that. And people are free. You know, we don't want to live in societies where everybody has to conform. But I can tell you 3 things on this. One is that when you have collective bargaining and it works, it's a minimum of 20% difference between wages of people doing the same job. So you have to think about that. Is that in your interest to be part of the collective or not? The second thing is that actually I've seen individual bargaining and it's not pretty. I've seen governments, New Zealand, my own, others, try to introduce the individual contract laws. And it's all about breaking trade unions. And in the end, you know what workers do? They fight. They fight with their unions to actually have collective laws. So I think there's, again, something that gives people comfort in that. But I've never seen an agreement that stops people bargaining above it, should they have some specialist skills. I mean, they do it in my office, you know. If they take on additional responsibility, then they want additional recompense. But we consult with the trade unions, and that's normal. I want to say to you, though, on the Uberisation of the economy, this is just a bastardisation of employment arrangements. It is actually about businesses escaping responsibility. The one thing you have going for you in Europe is that you have a social model. Make a choice between the European social model, where you actually know you have social protection, you'll have minimum wages, you'll have the right to bargain, you might have to fight about it, but you'll have it, and you'll have courts of law. And the American model, where in fact freedom of association is equated with freedom of speech. So in some cases, for the bottom feeders, employers can intimidate, bully. I've been there. Try organising a union in some of the southern states. In South Carolina, when I was there, we actually had guards threatening to pull guns on people when you talk to them in the... I'm not kidding. It's like organising a resistance movement. And if that's actually then the product through the global economy, we're in trouble. So we have to clean up that employment model. In the meantime, while we clean it up, those young people are actually organising collectively. I've been and spoken to Deliveroo rallies, and I've driven around with Uber cab drivers and Lyft cab drivers. We've interviewed them, or Korean in the Middle East. And they'll tell you what they like and don't like, and they'll tell you what they would like people to argue for them and what they're happy to do individually. So, you know, I don't think collectivism is dead by any... In fact, I was thinking maybe I could retire, Stephen. I was just thinking, oh, wow, maybe it's time to sit back and watch what happens. But seriously, you know, if we value democracies and if we value fundamental rights and freedoms, then we don't want to constrain anybody from looking out for their own interests, but at the same time, a solidarity with each other. If we are not committed to solidarity with each other, then our families, our communities, what are we really saying is, you know, are we anarchists all of a sudden? I don't think so. I don't think so. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Vous êtes d'accord? Oui. He agrees with you. And that's the young people. I'm leaving now. It's a good time to leave. You don't need to retire anymore. The young people agree with you. Sharon Burrow, merci beaucoup de votre présence ici. Donc, pour les prochaines 10 minutes, nous allons continuer. Vous pouvez poser des questions. Donc, il y a un microphone qui se promène, qui se balade par ici. Vous avez une question au premier rang, sur les escaliers. Si vous avez le microphone, s'il vous plaît.
Merci. On a parlé de la redistribution de la valeur ou de la richesse. J'aimerais savoir pourquoi elle reste automatiquement liée au travail, à l'emploi, soit par le revenu, soit par l'aide sociale qui en fait est seulement donnée aux personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent peu. Et pourquoi on ne pourrait pas désolidariser la redistribution de la richesse du travail, ce qui permettrait à d'autres personnes de faire des travaux non payés tels que le bénévolat par exemple, ou l'aide à la communauté, l'aide aux personnes qui vieillissent, qui sera un problème social majeur dans quelques années. Jean Bonnardo? Il n'y a pas que le travail qui redistribue la richesse. Il y a aussi massivement la politique monétaire, qui est un outil. Il y a l'impôt, vous avez parfaitement raison, Madame la Ministre, l'impôt très fortement, mais après via l'aide sociale, puisqu'il faut redistribuer. Et il y a la politique monétaire, dont on ne parle pas souvent comme un outil de redistribution, mais qui en est extrêmement puissant, puisque selon l'inflation et les taux d'intérêt, on redistribue massivement de la richesse de ceux qui ont des obligations vers ceux qui ont des actifs indexés sur l'inflation ou de cette manière-là. Et en ce moment, et plus les taux d'intérêt seront bas, plus on verra ces mouvements de redistribution, qui ne sont pas toujours d'ailleurs très bien maîtrisés, parce que ça dépend des comportements des gens et de ceux qui sont plus ou moins habiles à intégrer les conséquences de cette politique monétaire sur la redistribution de la valeur et du stock de valeur. Pourquoi, historiquement, les gouvernements ont beaucoup lutté contre l'inflation? Parce que, généralement, trop d'inflation nuit aux épargnants les plus modestes. Et souvent, je pense qu'on va voir que des taux d'intérêt trop faibles avec des inflations trop faibles auront le même effet probablement dans la durée. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une autre question avant de tirer les conclusions? Voilà, dans le premier rang, Madame. Bonjour, messieurs et Madame les intervenants. J'aimerais poser une question principalement à Madame la Ministre. Ne pensez-vous pas qu'en décentralisant les pouvoirs et les services, nous pourrions renouer avec le dialogue social? Alors c'est une vaste question. Il y a deux sujets pour moi. Enfin, il y a trois sujets. Un, c'est la décentralisation du dialogue social, ce qu'on a fait dans les ordonnances travail, clairement. Il faut être plus proche du terrain. Pour la convergence économique et sociale dans l'entreprise, elle est assez évidente. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas au niveau macro, mais elle est plus conceptuelle. Il faut faire les deux. Et on a décentralisé le dialogue social, ça c'est clair. La deuxième chose, vous posez la question de la proximité. Et là, on a un immense progrès à faire en France. Je pense que s'il y a un enseignement de l'année et des conflits sociaux qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup de nos concitoyens, selon l'endroit où ils habitent et d'où ils viennent, qui n'ont pas du tout le même sentiment de l'égalité. L'égalité, c'est une valeur cardinale en France. Tout le monde y est attaché. Et c'est vrai que selon qu'on habite dans une zone rurale, un quartier prioritaire de la ville ou le centre-ville d'une métropole en pleine croissance, on n'a pas accès à la même richesse, emploi, formation, parfois santé et services publics. Donc c'est un des sujets des maisons France Service qu'on veut faire partout. Il faut re-amener de la proximité. Il faut repermettre que partout sur le territoire, on puisse vivre et dignement. D'ailleurs, c'est pour ça que entre autres, dans les ordonnances, j'avais mis le droit au télétravail, mais c'est une petite chose parmi beaucoup. En tout cas, les maisons France Service, c'est un élément très important. Après, il y a la décentralisation politique, mais qui est honnêtement déconnectée du dialogue social, parce que les régions, les départements, ce ne sont pas des lieux de dialogue social au sens où on l'entend. Mais là, si j'ouvre le sujet, je vais prendre tout le reste du temps et ça ne va pas suffire. Donc, je vous propose de me rester aux mes deux premiers commentaires. D'accord, merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je voulais demander à tous nos intervenants de nous donner une phrase de conclusion avant de demander à Alexandra Roulet de nous présenter ses conclusions en tant d'être un membre du Cercle des économistes. Donc, Gilles Finkelstein, commençons avec vous. Tout à l'heure, c'était 6 minutes, maintenant c'est une phrase. Désolée. Donc, je choisis, Stéphane, si j'ai bien compris, critiquer le collectivisme tel qu'il le décrivait. Ça s'appelle pour moi le modèle européen et il doit être défendu. You might be surprised, but there is more common ground among us than our individual interventions might suggest. When you talk about more decentralization, this means, in my words, less collectivism. And what is behind the so-called labor market miracle in Germany? It wasn't a miracle. It was the outcome of market mechanisms. It was decentralize the wage bargaining process. Make sure that the wages are more in line with the productivity
at the local level, and this can be very different from one company to another company. It's nothing that can be agreed upon a macro level. And the way I interpret all the French labor market reforms is to replicate exactly this, to go towards more decentralization, to get nearer to where the information is, to get nearer to where people have a common interest. There is no clash of conflicts between employers and employees per se. Either both of them are successful in the marketplace, or both of them will go under. And therefore, I think the way you framed it in your second intervention is exactly the direction that I would also suggest. Comme Gilles, je dirais, on n'a pas parlé d'Europe, mais c'est clé. Pourquoi? Parce que ce que je disais au plan mondial, on sera fort pour la porter si on arrive à le faire au plan européen. Et moi, je crois qu'on n'a pas d'Europe durable s'il n'y a pas plus, là aussi, de contenu social dans le projet européen. C'est ce qu'on porte. Il faut un contenu éducatif, social, économique et écologique, centré sur l'innovation. On a aussi le droit d'innover sur le plan social et je crois qu'on est tous appelés à le faire. En une phrase, je dirais, le dialogue vaut mieux que la guerre, sauf en 1938. Merci beaucoup. Et les conclusions de Alexandra Roulet. Oui, rapidement, je pense que donc finalement, plutôt que le dialogue social à l'épreuve des individualismes, personne n'a vraiment pensé que l'individualisme était le principal problème du dialogue social, mais plutôt le dialogue social à l'épreuve du manque de croissance et du ralentissement des gains de productivité. Et finalement, on a eu un spectre de positions entre le dialogue social comme étant la cause de nos problèmes ou le dialogue social comme étant la solution. Et on a réussi à obtenir un point de consensus sur la fin avec l'idée qu'il fallait donc décentraliser le dialogue social. Et dernier point qui me paraissait important, c'est cette idée de poursuivre, surtout de construire le social aussi au niveau européen et multilatéral. Merci beaucoup. Je voudrais remercier mes intervenants, mes panélistes, Alexandra Roulet, Muriel Pénicaud, Gilles Finkelstein, Jean Bonardo et Stéphane Kultz. Merci beaucoup, vous aussi, le public. Le dialogue continue aussi en ligne, peut-être sur Twitter. Au revoir, merci.